tous et bienvenue dans cette émission. Alors aujourd'hui, je vous propose d'aller à Uvea, donc l'île la plus proche du paradis, dans la tribu de Mouli. Là-bas, nous irons à la rencontre de Tomoe, une japonaise qui fabrique, qui fait du pain. Je vous propose d'aller à sa rencontre. On en parle dans notre rubrique C'est bien de chez nous. Ensuite, je vous propose de parler du massage thaï. Qu'est-ce que ça procure à notre corps? On en parle dans notre rubrique On s'occupe de vous avec Anna Chiron. Et enfin, donc, pour refermer ce sommaire, nous parlerons dans notre rubrique Job Éducation des futurs instits. Donc, nous allons parler de leur stage. Alors, avant de développer tous ces sujets, retrouvons notre invité du jour. Alors bonjour, donc on reçoit Ricardo Barney, bonjour. Bonjour. Alors donc aujourd'hui on est là pour parler un peu de la cyclo-cancer qui aura lieu le 9 novembre donc à La Foix. Donc alors pourquoi avoir justement effectué ou organisé pour la première fois ce cyclo-cancer? Nous parle un peu de l'historique. Écoutez, c'est la 10e édition, donc on avait pensé que pour la 10e édition il fallait décentraliser, faire quelque chose d'original. Donc c'est pour ça qu'on va se rendre à La Foix. On a sollicité les communes de La Foix, de Saramea et de Farino. Ils sont très enchantés de cet événement. Saramea a d'excellentes idées. La Foix, Farino, on va arriver à Farino le jour du marché. Donc c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel et sympathique. On a créé cette manifestation pour solliciter, on va dire plutôt pour aider les associations qui aident les enfants calédoniens touchés par le cancer. Donc on en est à la 10e édition. Donc on espère avoir beaucoup de participants. On a décentralisé parce que justement on aimerait bien que les gens de Brousse viennent participer à cette manifestation. J'ai un souhait pour cette manifestation, c'est que habituellement c'est un genre européen qui participe d'ethnie. Et donc si on pouvait solliciter que les Mélanésiens puissent venir participer, ce n'est pas une maladie qui touche uniquement les Européens, ça touche aussi les Mélanésiens. Donc moi, je serais vraiment fier et content de les voir participer à cette manifestation. Voilà, j'espère que vous avez donc reçu le message. Alors, pourquoi le cancer? Est-ce que c'est alarmant ici en Nouvelle-Calédonie? J'ai rencontré une personne responsable de tout ce qui est donc de la santé en Nouvelle-Calédonie qui m'a dit que c'était le fléau le plus important en Nouvelle-Calédonie, mais le jour où on a créé cette manifestation, donc il y a 10 ans, la raison était simple, c'est qu'on avait un participant à cette manifestation, un invité qui faisait partie de l'équipe de Lance Armstrong, donc vainqueur à plusieurs reprises du Tour de France, qui défend cette maladie depuis de longues années, et donc on a imaginé en Nouvelle-Calédonie faire ça aussi pour les enfants. Alors c'est quand même la 10e édition, quel est le bilan que vous faites aujourd'hui? Est-ce que cet événement a aidé donc, des gens, justement de la population qui était atteinte de cancer? Oui, puisqu'on a remis des sommes quand même assez importantes à chaque association. Ils nous font un compte-rendu de ce qu'ils font avec l'argent qu'on leur remet. Et je trouve qu'il y a beaucoup d'argent qui est distribué dans d'excellents projets pour aider ces enfants. Et puis, sincèrement, l'argent, il n'y en a jamais assez pour aider justement ces familles en difficulté, puisque l'enfant est malade. Mais comme je vous disais tout à l'heure, les parents, c'est vraiment pas facile pour eux. Alors la cyclo-cancer, c'est aussi du sport, donc on a envie de valoriser l'effort physique qui est important justement quand on a le cancer. Oui, c'est vrai, mais on a essayé cette manifestation de faire plutôt cette 10e édition quelque chose à la portée de tout le monde. Il y a une boucle dans La Foix qui est très simple, très facile. Il y a combien de kilomètres à peu près? 7 km dans le village, donc c'est quelque chose à portée de tout le monde. Il n'y a pas de grande montée. Il y a aussi un parcours qui est de La Foix à Saramea retour. Ça aussi, il y a quelques montées, mais ce n'est pas insurmontable. Et pour vraiment les fanas de cette discipline qui est le cyclisme, nous avons la possibilité, et c'est facultatif, de monter à Farino. Alors, qui va participer ou qui peut participer plutôt? Alors, qui peut participer? Tout le monde, sans exception. Il y a simplement une limite d'âge qui est de 12 ans, mais pour la boucle de 7 km dans La Foix. Mais si les parents m'écrivent et me disent qu'ils prennent en charge leurs enfants, pourquoi pas? On ne peut pas dire non à quelqu'un qui veut participer à ce genre de manifestation. Alors, il faut un entraînement spécifique, un équipement spécifique? Non, pas du tout. Je ne pense pas qu'il faut un équipement. Il faut quand même essayer d'avoir
un vélo, c'est préférable. Maintenant, en trottinette, faire 7 km même, c'est un petit peu long. Mais bon, normalement, le vélo, c'est quand même quelque chose de préférable. Vous me posiez la question tout à l'heure si c'est à la portée de tout le monde. Je pense que la fois, Saramea, c'est à la portée de tout le monde qui a un VTT. Je pense que les gens peuvent participer à cette manifestation. Habituellement, c'est un parcours, on va dire, un petit peu plus difficile. Pour la 10e édition, on a fait un parcours plus facile pour que tout le monde soit incité à venir participer. Alors, des invités de marque quand même pour cette 10e édition. Donc, on peut parler déjà de notre champion local, hein, Thierry Fonder, donc, qui est maillot jaune, vainqueur justement du Tour de Nouvelle-Calédonie. On a également Thibaut Pinot, qui a un bon palmarès, d'accord. Donc, ils vont être invités à cet événement. Tout à fait. Donc, Thibaut... Alors, pourquoi avoir fait le choix de les inviter justement? Alors, chaque année, depuis que la cyclo-cancer a été créée, on a un invité qui vient participer à cette manifestation. Et chaque année, c'est des invités de renom qui sont dans le cyclisme. L'année passée, ou il y a 2 ans, on avait Tony Galopin qui a porté le maillot jaune du Tour de France de cette année. L'année dernière, on avait Arnaud Demar qui est devenu champion de France. Et pendant le Tour de France, Thibaut Pinot m'a écrit et m'a dit est-ce que c'est possible de venir participer? Donc, il fait toujours plaisir de voir que des gens de l'extérieur, de métropole, souhaitent venir en Nouvelle-Calédonie et non que ce soit toujours nous qui les incitions à venir. Donc, il m'a posé la question s'il pouvait venir. Écoutez, moi j'en suis ravi. Concernant la participation de Thierry Fonder, écoutez, je l'ai eu au téléphone il n'y a pas longtemps, je lui ai dit s'il pouvait participer avec son maillot jaune. Il m'a dit oui, avec plaisir. Donc les gens qui viendront à cette manifestation, Thierry Fonder sera habillé en jaune comme pour le Tour de Calédonie et ils pourront faire des photos, discuter avec lui. C'est en plus une personne que vous avez dû voir à la télévision qui est très très agréable et très sympathique. Alors question technique, comment ça va se passer? Comment se fait les inscriptions? Où est-ce que les gens peuvent aller se renseigner? Donc ça se déroule le 9 novembre. On peut s'inscrire dans tous les magasins de vélo jusqu'au 6 novembre. C'est un jeudi. Le vendredi, vous avez la possibilité de venir au Méridien s'inscrire et Thibaut Pinot sera là de 17h à 18h30 ou bien venir s'inscrire au départ. Malheureusement, la somme sera supérieure au départ que si vous allez vous préinscrire dans les magasins de vélo ou au Méridien. Et donc, un numéro de téléphone à donner à nos chers téléspectateurs ou un site internet peut-être? Il y a une adresse Facebook qui est Cyclo-Cancer tout simplement, où dessus vous avez toutes les informations avec une adresse mail que vous pouvez contacter qui est cyclocancer@lagoon.nc et c'est moi qui vous répondrai à cette adresse mail. D'accord. Est-ce que vous avez un message particulier à passer donc à la population pour cet événement? Le message est simple, venez participer pour cette cause. Et profiter de faire quelque chose en toute sécurité puisque nous aurons la gendarmerie à disposition, la police nationale et nous aurons la Croix-Rouge et des médecins qui seront là pour encadrer la manifestation. Ça vous permet d'utiliser la route en toute sécurité. Donc pour la question sécurité, tout est bon pour l'événement? Question sécurité, moi je croise toujours les doigts parce que j'espère qu'il n'arrive absolument rien, mais on a en place un système de sécurité depuis quelques années qui est très agréable. Je souhaiterais un petit clin d'œil, c'est que la police nationale qui d'habitude exerce sur Nouméa viendra à la fois pour encadrer cette manifestation et assurer la sécurité. Voilà, c'est la fin de cet entretien. Donc, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter pour terminer? Merci de nous avoir invités sur cette nouvelle chaîne de télévision. Je voulais vous demander, est-ce que vous viendrez participer à cette manifestation? Je pense que je vais venir, mais bon, je ne fais pas du vélo, mais je vais peut-être essayer pour la première fois et pour la bonne cause. Faire du sport pour la bonne cause, ça, c'est pas mal. Merci Ricardo d'avoir accepté cette invitation. Un grand merci à vous. Allez, on passe tout de suite à l'agenda du pays. Salut Davina, alors pour le deuxième jour de la semaine, tu viens comme d'habitude nous présenter l'agenda du pays. Oui, c'est ça Elise, bonjour à toi et bonjour à vous à la maison. Donc, je te propose aujourd'hui qu'on aille tout au bout de l'île, à Poum. D'accord, l'extrême nord. Voilà, pour commencer cet agenda du jour, on va à Poum et on part de la 16e édition de la fête de la mer, donc, qui se déroulera comme il se doit, bien sûr, au bord de mer, en l'espace de Chélo. Donc voilà, ça se passera les 8 et 9 novembre. C'est organisé notamment par l'association CAP. Donc CAP, ça signifie Comité d'action de Poum et de l'Extrême, en partenariat avec la Fédération des pêcheurs, les femmes du marché et puis bien sûr la province Nord. Il y en a encore plusieurs autres, hein, mais je te cite que ceux-là.
Donc voilà, seront à l'honneur durant ces 2 jours le développement durable. Ils vont le mettre en avant, ce thème, ils vont essayer de travailler autour. Et puis ils mettront à l'honneur aussi la langouste et le crabe. Voilà, 2 grosses journées qui s'annoncent. On attend 4 tonnes de produits frais pour ces 2 jours, donc c'est pas rien. Et puis il y aura bien sûr différentes animations. Il y aura notamment le dressage des cordes avec les cocos. Il y aura une carte au trésor pour les enfants. Pour les occuper pendant ces 2 jours, pendant que nous, on sera en train de chercher un peu les produits frais. Voilà, ils iront faire la chasse au trésor. Il y aura aussi un concours de lancer d'épervier, notamment pour ceux qui ont le coup de main. Donc voilà, pourquoi pas. Donc notez que l'entrée est gratuite pour ces 2 jours, les 8 et 9 novembre. Voilà, donc n'hésitez pas à aller à Poum, c'est une occasion aussi de voir la commune. Et ensuite, nous, on fait un point sur les permanences juridiques en province Nord. Tout à fait. Donc, les permanences juridiques gratuites en province Nord, ce sera pour la semaine qui vient, et puis, cette semaine et la semaine prochaine, pardon. Donc, il y en aura une à Koumak, au centre mère-enfant, demain, mercredi 5, de 13h à 17h. Ensuite, à Koné, le 12 novembre, de 8h à midi, du côté de la case, en face du tribunal. Enfin, ils seront à Pointe-Boute le jeudi 13 novembre, de 8h à midi, du côté de la mairie. Attention, il n'y aura pas de permanence les lundis 10 et mardi qui suit, donc le 11, parce que c'est férié. Donc voilà, il n'y aura pas de permanence ces 2 jours-là. Et ensuite, nous, on s'intéresse à la 2e édition du Tombeux, si c'est comme ça que ça se prononce, le festival du conte et de la parole, donc à Thio. Tout à fait, donc la 2e édition de ce festival Tombeux qui aura lieu du mardi 4 au dimanche 9 novembre à Thio. Seront proposées diverses activités autour du conte. Il y aura des conférences, il y aura des rencontres avec les enfants dans les établissements scolaires. Avec des conteurs également de l'étranger apparemment. Tout à fait, oui, il y aura notamment des conteurs qui nous viennent du Burkina Faso, d'origine du Burkina Faso. Je pense là à Carlos Ouedraogo. Il y aura aussi Pascal Kerr qui, pour sa part, a 400 comptes à son actif. Tu te rends compte, c'est pas rien. Hein. Déjà, écrire un compte, c'est pas facile, mais alors 400, mais 400 faut le faire. Il a de la ressource. Hein. Il les retient en plus, c'est ça le plus étonnant, on va dire. On va noter aussi du côté de nos conteurs locaux la présence de Ledji Bello, tu sais, celle elle est aussi professeure du côté du lycée agricole à Pointe-Boute. Elle est conteuse. Elle vient du Togo et puis c'est ça aussi qui inspire ses contes. Hein, c'est l'origine de son pays. Hein. Il y aura aussi Madame Kazovimoin qui sera là. Elle est intervenante du côté de l'ALK. Elle est originaire de Kanala et puis elle défend un peu la langue vernaculaire et surtout celle de la région Ralintu. Il y aura aussi le pasteur Kaimo ou Hélène Mouzo qui sont tous les 2 originaires de Lifou, ils seront là. Il y aura des conteurs de Thio, notamment Monsieur Ipar qui sera là aussi. Voilà, une belle brochette de conteurs à venir écouter, découvrir, redécouvrir, enfin voilà. Il n'y a pas d'âge pour ce genre de choses. Et puis écrire nos contes dans nos langues, c'est aussi valoriser les langues kanak. Et bien voilà, un rendez-vous à ne pas manquer pour les petits et pour les grands parce qu'il n'y a pas d'âge pour écouter les contes. Mais bon, nous, on poursuit notre agenda avec l'exposition Coutume Kanak proposée du côté du Centre culturel Tjibaou. C'est ça, Élise. Donc, la fameuse exposition Coutume Kanak de Sébastien Lebègue est visible à partir d'aujourd'hui et jusqu'en mai 2015. Cette exposition est composée notamment d'aquarelles, de textes, de photos. Enfin voilà, plusieurs matières sont travaillées pour cette exposition. C'est aussi, il nous retrace un peu son parcours. Tout au long de son parcours, il a rencontré des personnes et à travers ses œuvres, il raconte un peu l'histoire de chacune de ses rencontres. Voilà, à aller découvrir du côté du Centre culturel Tjibaou. Et on termine donc cet agenda en province Nord. Oui, j'avais une petite info pour terminer, alors qui nous vient de la direction des sports et des activités socio-culturelles en province Nord. Elle s'adresse à toutes les associations ainsi qu'aux établissements scolaires qui font la demande de subvention pour 2015. Donc sachez qu'il y a des nouvelles adresses à noter dans vos agendas pour envoyer vos subventions l'année prochaine. Donc pour ce qui est des subventions sport, il faudra les adresser à la DSASE-sub-sport@province-nord.nc, excusez-moi. Et puis pour le secteur d'aide sociale à l'enfance, DSASE-sub-ASE@province-nord.nc, voilà. Voilà, et cette information s'adresse à toutes les associations, comme l'a dit Davina, et à tous les établissements scolaires. Merci Davina. Merci Élise et au revoir tout le monde. Allez, on passe tout de suite à notre rubrique C'est bien de chez nous.
Bonjour Duke, alors aujourd'hui, donc, tu voulais partager avec moi donc, le pain d'une japonaise qui est à Mouli, à Yaï. C'est ça, Elise. Alors la japonaise, elle s'appelle le Tomoe. D'abord, bonjour à vous à la maison. Elle s'appelle Tomoe et puis depuis quelques années, elle vit là-bas, à la tribu de Mouli, à Ouvéa. Et puis voilà, pour commencer, on peut dire que c'est pas du tout étonnant qu'il y ait une japonaise qui vive ici, qui vive dans nos tribus ici au pays, comme à Mouli, parce que tu n'es pas sans savoir que le pays a tissé depuis très longtemps des liens très forts avec cet archipel, et puis cet archipel qui est le Japon d'ailleurs, et puis la population japonaise, quoi. Et puis d'ailleurs, la chaîne, NCTV, a déjà réalisé et diffusé un magazine donc, sur les traces du passé, sur la communauté japonaise du pays. C'est vrai, Elise. Et puis d'ailleurs, ce qui se disait dans ce magazine-là, c'est que les premiers Japonais étaient arrivés pour l'industrie minière. Et puis les premiers, c'était à travers la société, la SLN, la société Le Nickel. C'était eux les premiers à avoir fait appel au service de travailleurs japonais. Et puis voilà, ça c'est ce qui est dit. Et puis ce qui est dit, ce qui est écrit là. Et puis moi je suis certain que même avant ça, nos vieux avaient déjà des liens, des contacts avec les Japonais, quoi. Oui, d'ailleurs, par notre culture et nos croyances, on est plus proche de nos voisins japonais que des Occidentaux d'ailleurs. C'est vrai, Elise. Alors là-bas au Japon, les principales croyances, je ne vais pas utiliser le mot religion. Religion, ça fait, j'ai l'impression qu'en ce moment, il y a ceux qui respectent un peu ce mot-là, religion, ils s'entretuent plus qu'autre chose. Alors on va plutôt parler de croyances. Alors j'ai l'impression, les Japonais, ils croient beaucoup en l'omniprésence de l'esprit divin. Et on peut citer déjà le bouddhisme et puis le shintoïsme. À travers le shintoïsme, ils vouent un culte aux ancêtres. Ils respectent beaucoup les vieux, ils respectent beaucoup les ancêtres, ils respectent beaucoup la nature parce qu'ils croient que Dieu est présent dans la nature, dans l'homme. Et puis voilà, c'est pour ça qu'ils respectent beaucoup leurs vieux, leurs grands-pères, un peu comme nous ici, comme tu disais, Élise. Et rien qu'en regardant justement certains dessins animés japonais, donc on voit qu'en effet nos croyances sont très 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 proches. C'est vrai, Élise, d'ailleurs tu fais bien de le souligner parce que tout récemment j'ai visionné encore un dessin animé, un film japonais j'ai noté le nom parce que c'est assez difficile à prononcer, Isao Takahata. Isao Takahata, c'est pas un film tout récent, parce que d'ailleurs il date de 1994, mais j'avais l'impression, le film il m'a touché parce que en regardant ce dessin animé là, je pensais que l'histoire elle parlait de ce qu'on vit aujourd'hui ici au pays. En fait voilà, pour résumer l'histoire, ça racontait c'était c'est l'histoire de la modernité et puis de l'urbanisme qui rattrape un peu les vieilles campagnes, nos montagnes par exemple ici, et puis nos forêts qui ont été épargnées. Voilà. Et puis voilà, en fait l'histoire c'est des animaux de la forêt, les esprits des rivières, les esprits de nos forêts encore ici, là, enfin celle du Japon en l'occurrence, qui se voient chassés par le bulldozer, par les bâtiments, c'est un peu ce qu'on vit un peu ici aujourd'hui, quoi. Et puis voilà, ça rejoint un peu nos croyances, parce qu'on croit beaucoup aux esprits du lézard, aux esprits de l'anguille, tout ça. Et puis c'est tous ces esprits-là qui sont dans ce dessin animé-là, tous ces esprits qui sont chassés par cet urbanisme-là. Voilà. Et comme tu disais depuis tout à l'heure, c'est vrai qu'on entretient des relations dans différents domaines d'ailleurs, avec les Japonais. Ça se traduit encore dans le domaine du tourisme, par exemple. C'est vrai, Lise. Alors, j'ai appelé l'ISEE là, pour avoir quelques chiffres. L'ISEE, l'Institut de la statistique et des études économiques, c'est au pays. Et puis voilà, ils m'ont dit que l'année dernière, il y avait à peu près 15 700 touristes japonais qui ont séjourné ici au pays. Du coup, c'est pas rien. Même si ce chiffre-là, par rapport aux années, il y a quelques années, ça, il est très faible. C'est pas rien du tout. Alors, ça s'explique par le fait que les Japonais, même si la destination, le Caillou, c'est une destination assez chère, là, les Japonais, là, chez eux, même les publicités, elles le disent. Là, ils disent que le pays, ici en Nouvelle-Calédonie, notre Caillou, c'est le pays le plus proche du paradis. Voilà, en tout cas, beaucoup de Japonais se marient ici en Nouvelle-Calédonie. C'est vrai, justement, tu fais bien de le dire, parce que le reportage qui va suivre, en fait, c'est un sorte de portrait, le portrait de Tomoe.
Tomoe, c'est une japonaise qui vit donc sur Mouli, dans la dernière tribu, la tribu la plus au sud de l'île d'Iaï. Et puis voilà, depuis quelques années, Tomoe, elle s'est installée là-bas. En fait, elle, c'était une professionnelle du tourisme. Elle a démissionné d'un hôtel à Iaï pour créer son activité. Voilà, à Mouli, elle est pâtissière, boulangère. Et puis voilà, elle propose donc ses services, elle propose donc son pain, ses gâteaux aux habitants de l'île d'Iaï. Voilà, je te propose à toi, Elise, je vous propose à vous à la maison qu'on regarde ce beau reportage signé Aurélie Chiran. Je prends de l'eau pour le pain. Je m'appelle Tomoe, je suis originaire du Japon. Actuellement, je suis boulangère, pâtissière ici à Mouli, à Ubea. Je fais du pain et des gâteaux anniversaire sur commande. Là, c'est un sac de farine, 25 kg. Là, je vais mettre dans le pétrin pour faire à peu près 60 pains. Moi, j'ai utilisé le levure. Là, c'est le levure. Je vais mettre le levure. Bon. Gros sel. Laisse un peu. Je vais allumer le four. Je fais du pain avec le four traditionnel. Dedans, c'est du bois gaillac avec les feuilles de cocotier pour bien allumer. Mon métier, normalement, c'est pâtissière. Mais en fait, quand j'étais au Japon, j'étais dans une pâtisserie française. Et puis, en même temps, j'ai appris à faire du pain un petit peu. Et ça m'intéresse beaucoup. J'aime bien faire du pain, j'aime bien faire des gâteaux. On a besoin de la force. C'est pétrissage. Je suis arrivée ici. Direct, j'ai passé à Nouméa, mais je n'ai pas resté à Nouméa, j'ai direct à Ubea, le jour que je suis arrivée du Japon. Et après, le lendemain, ça y est, j'ai commencé à travailler à l'hôtel. J'étais réceptionniste, j'ai travaillé 3 ans. J'aime bien la vie d'ici. Il y a la mer à côté et les gens sont gentils. Je laisse reposer la pâte 5 minutes. Comme ça, c'est après un peu plus facile de travailler sur la pâte. Parce que c'est assez dur, je laisse un peu reposer. Pendant que j'ai travaillé à l'hôtel, j'ai rencontré mon copain tout de suite. Après, on est resté ensemble jusqu'à maintenant. Comment était où? Oui, je suis là. Je fais du pain. Voilà mon copain, il s'appelle Kiki. Un mec de Mouli. Je vois que c'est une femme qui est forte, courageuse aussi. Parce que c'est elle qui fait tout. Moi, je l'aide juste à couper du bois et de temps en temps. De temps en temps. Comme mon copain, c'est un mec de Mouli. Et puis, je crois que depuis 2009, j'habitais ici à Mouli, chez mon copain. Puis voilà. Ce four-là, c'est un grand-père de mon copain. C'est lui qui a commencé à faire du pain. Et après, c'est de génération en génération. Après, c'est le papa à mon copain, et puis c'est les frères et le cousin. Ils faisaient du pain ici, à la maison. Même si coupure de courant, ça marche toujours, c'est bien. Quand je suis arrivée ici à Ubea, le four, à la maison, il n'y a personne qui l'utilise. Donc j'ai demandé à mon copain est-ce que je peux faire du pain ici avec le four traditionnel. Elle a dit c'est bon, et j'ai commencé. Je ne fais pas tous les jours le pain. Je fais mardi, jeudi, dimanche.
Et la semaine, je fais du pain à peu près 60 ou 70. Et puis dimanche, sans pain. C'est surtout les gens qui habitent par là, dans le tribu. Et puis, des fois, c'est les gens qui habitent un peu au nord, au centre. Les gens ils viennent acheter les pains. Alors, comment ça va? C'est bon? Oui, c'est bon. Tranquille, c'est pas trop chaud? Oui, pas trop chaud, c'est bon. Et on va dire tout à l'heure. Oui, tout à l'heure. Merci pour les pains. Merci beaucoup. Ah, bonjour. Bonjour. Hello, hein? Ouais, ok. Dedans, dans le pétrole, c'est 25 kilos, mais moi, je ne peux pas pétroler 25 kilos. C'est trop lourd pour une fille. Après, je partage en 3. 7 ou 8 kilos, je pétris. Parce que je n'ai pas 25 kilos, c'est trop lourd. Peut-être à la machine, oui, mais à la main, non. Pétrir à la main, c'est bien parce que on peut savoir c'est comment la pâte et puis je peux sentir moi-même c'est bien pétrié, tout ça, je peux bien regarder. Allez, là c'est laissé fermenter pendant 1h30 à 2 heures. Là je fais le balai de gaillac, c'est pour nettoyer dans le four. Parce que là maintenant c'est du bois, il est bien devenu charbon. Je vais nettoyer avec le balai de gaillac dedans pour bien nettoyer dedans, pour que bien propre. Parce que je vais mettre du pain dedans, même endroit. Et je vais tirer le charbon. C'est moi qui ai choisi de vivre ici à Ouvea, à Mouli. Donc je regrette rien, c'est bon. Mais manque de temps en temps, peut-être c'est, je sais pas, un peu la vie moderne. C'est-à-dire que c'est le soir, de temps en temps, on sort au restaurant, on boit les amis, je sais pas, c'est parti en boîte de nuit, tout ça, là, ça manque un petit peu, la bellité un peu. Mais bon, mais c'est moi qui ai choisi de vivre ici. J'ai déjà assez à faire ça au Japon, et puis c'est bon, j'aime bien ma vie ici. La pâte, c'est 660. À peu près. Ici, c'est pas ma maison. Ici, plutôt c'est la maison familiale. C'est ma famille maintenant. Parce que on vit ensemble, on mange ensemble. Ça, c'est la vie, quoi. Vraiment, c'est ma famille maintenant ici. Donc, ça me manque au Japon, mais pas triste parce que je suis heureuse plutôt. J'ai vu avec une autre famille ici en Calédonie. Tu sais, maintenant c'est au Japon, c'est un peu, on vit comme ça chaque maison, mais jamais pas on sort, mais des fois on ne se connaît pas les voisins, voisines, c'est pas la famille. On dit peut-être bonjour quand on rencontre, mais pas comme ici. C'est pas terminé encore la pâte parce que j'ai 2 sortes du pain. C'est même pâte, mais je fais des longs puis des ronds. Ferme la porte, on attend 15-20 minutes pour que le pain va être cuit. Je vais regarder dedans si c'est bien doré. C'est sec dedans dans le four, parce que s'il y a de l'humidité dedans, c'est du pain quand c'est cuit. Au tout, c'est un peu claquant, il va devenir claquant. C'est pour ça que j'ai mis un peu d'eau, comme ça c'est claquant, plus c'est le chaleur aussi, ça va devenir jusqu'au devant à cause de l'eau. En fait, moi je suis boulanger pâtissière, mais je fais guide touristique aussi. Quand il y a des touristes japonais, je fais guide pour eux, qui s'appelle ça day trip. Ils arrivent le matin et ils repartent le soir. Puis moi je m'occupe de ces clients-là. Donc si jamais il y a des Japonais
Tous les lundis, mercredis, samedi, vendredi, samedi. Et puis je fais du pain mardi, jeudi, dimanche. J'ai pas de temps repos. Mais bon. Voilà, j'espère que ça peut encourager d'ailleurs les jeunes d'ici, comme la sculptrice d'Ouvéa, si des jeunes veulent donc travailler ou justement ouvrir leur activité. Et ben, ce reportage le montre bien qu'on peut faire son activité au pays. Et puis d'ailleurs, pour avoir goûté ce pain, franchement, c'est trop bon. C'est vrai, je l'ai goûté. Tu t'achètes son pain, c'est trop bon. On l'a goûté aussi avec Aurélie quand on était là-bas. C'est un délice, c'est appétissant. Et puis, tu as vu comment c'est impressionnant sa façon de travailler, tout est manuel. Et puis, en plus, elle est. Elle le dit bien, quand il n'y a pas de courant, et ben, on peut toujours faire du pain. Donc, du coup... En plus, elle est toute petite, elle n'est pas grande, elle n'est pas très musclée, mais elle est très forte. Elle est très forte, c'est vrai. Et puis voilà, comme tu disais, c'est un message d'encouragement pour toutes nos frangines, toutes les mamans du pays, quoi, Élise. On va dire ça comme ça. Et puis, c'est très intéressant dans le sens où ça témoigne encore des relations qu'on a avec le Japon. C'est vrai qu'on entretient, il y a beaucoup d'échanges avec le Japon. Là, l'île d'Ouvéa, c'est des spécialistes de la pêche, on va dire ça comme ça, du poisson. Le poisson, il est très... le poisson d'Iaï qui est très réputé. Et puis, ici au pays, on a tout ce qui est tonidé, enfin... Tous les thons qui sont pêchés, les thons frais, là, ils sont tout de suite exportés. Enfin, les meilleurs d'entre eux, en tout cas, ils sont tout de suite exportés vers le Japon, parce que le Japon, ils ont une culture du manger, on va dire ça comme ça, qui est assez particulière. Enfin, une culture du manger qui se rapproche de ce que nous, on mangeait ici avant, quoi, une façon de manger très saine, quoi, on va dire ça comme ça. C'est avec les sushis, le sashimi, le thon cru, le poisson cru, tout ça. Oui, et puis nous ici, on espère que ça va perdurer, parce qu'avec les fast-food, voilà quoi. C'est vrai. On commence à manger n'importe quoi. En tout cas, on va dire à Tomoe, bon courage si tu nous as donc regardé aujourd'hui. Et merci Duke de nous avoir fait découvrir cette jeune femme battante qui fait du pain à Iai. Merci à vous, et puis merci encore à Aurélie pour ce beau reportage. Merci à la maison encore de nous avoir suivis. Allez, on passe tout de suite à notre rubrique, on s'occupe de vous. Alors bonjour Anna, aujourd'hui nous parlons bien-être et relaxation dans ta rubrique. Donc nous parlerons du massage thaïlandais. Alors qu'est-ce que c'est, comment cela se pratique, quels sont les bienfaits? Bonjour Élise et bonjour à tous. Oui, nous allons parler massage et donc de ses bienfaits. Nous intéressons nous en particulier au massage thaïlandais, mais il faut savoir qu'il existe plusieurs autres types de massages. Je vais en citer quelques-uns, pardon. Il y a le massage ama, qu'on appelle aussi le massage assis. Et il y a le massage ayurvédique, donc qui est d'origine de l'Inde. Il y a le baliné, le californien, la réflexologie. Donc, réflexologie, c'est un massage particulier puisqu'il s'intéresse aux extrémités, donc massage des pieds ou des mains. Il y a aussi les massages sensuels, donc là, on stimule en particulier les 5 sens. Et puis il y a le shiatsu, donc d'origine chinoise, mais qui a été ensuite revu par les Japonais. Il y a aussi le massage suédois et le thaï. Et il y en a encore d'autres que je ne citerai pas. Mais donc il faut juste retenir que parmi tous ces types de massages, c'est le massage thaïlandais qui est le plus vieux, puisqu'il date de 2500 ans quand même. Et puis donc massage thaïlandais qui vient de l'Inde, et qui est influencé par le bouddhisme, l'ayurveda et aussi la médecine traditionnelle chinoise, Et il est basé sur une vision holistique et énergétique de la santé. Voilà un peu pour le massage thaï. D'accord. Et techniquement, quelle est la particularité de ce massage? Alors, il s'inspire de diverses techniques, dont le yoga et puis aussi la méditation. Mais il ne possède aucune connotation sexuelle, il faut le préciser quand même. Alors, tu nous citais tout à l'heure plusieurs types de massages. On sait donc aussi que ça existe depuis longtemps dans certaines cultures. Mais aujourd'hui, donc, comment cela est perçu? Est-ce que se faire masser est devenu une pratique courante, voire normale? Alors, on sait que le massage, il existe depuis la nuit des temps dans plusieurs traditions, plusieurs cultures. Mais c'est vrai qu'en Occident,
c'est assez tabou, on va dire. Les gens, les personnes ne sont pas trop axées sur le toucher. Donc ça reste un peu, voilà, un peu entaché de culpabilité, tabou, comme je disais. Mais au fil des siècles, il y a eu quand même une évolution. Et notamment depuis ce dernier siècle, il y a eu des expériences qui ont été menées justement pour démontrer le bienfait, le bien fondé du bienfait de ces pratiques de massage. D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous donner quelques exemples de bienfaits que cela procure? Alors, le massage, donc, c'est un pétrissage des muscles. Donc, il détend, il dénoue les blocages, les tensions musculaires. Et donc, le recours à la digitopuncture aussi. Donc, alors là, on cible en fait des points d'acupuncture. On presse des points précis du corps et ça permet de rééquilibrer le chi. Le chi, c'est tout simplement l'énergie vitale qui est en nous et aussi autour de nous. Et donc, c'est une tradition asiatique. Dans la tradition asiatique, donc, on dit que toute maladie, elle est liée justement à un déséquilibre de ce chi, donc de l'énergie. Alors, un petit exemple, par le massage, on améliore la circulation sanguine. Et puis, les étirements qui sont inspirés du yoga, eh bien, ça augmente plutôt, ça améliore la fluidité, les ondes corporelles, pardon. Et alors, tu parlais tout à l'heure d'expériences qui ont été menées. Alors, ça veut dire que tous ces bienfaits que tu nous as cités sont prouvés. Oui, il y a eu beaucoup de recherches, comme je le disais tout à l'heure. Donc, sous la direction d'un médecin qui a créé une équipe de recherche, donc elle s'appelle Tiffany Field. Donc, ce sont des médecins qui sont issus de diverses universités assez reconnues quand même, comme Harvard, Princeton ou encore McGill. Donc, cette équipe, elle s'efforce de mieux cerner comment le toucher procure la santé et contribue donc au traitement des maladies. Donc, il y a eu des travaux qui ont été faits, puis qui se poursuivent d'ailleurs dans d'autres endroits, comme aux Philippines et à Paris aussi. Des exemples concrets là aussi. Donc, il y a eu des recherches, des expériences qui ont été menées sur des bébés, des enfants et des adolescents aussi. Donc, on a pris deux équipes. On a fait deux équipes avec des bébés prématurés. Donc, la première équipe, des bébés ont été massés chaque jour pendant 10 jours, à raison de 45 minutes par jour, donc en 3 séances de 15 minutes. Après, on a regardé, on a comparé avec l'autre équipe et on a pu voir que ces bébés-là qui ont été massés ont pris plus de poids par rapport aux autres, alors qu'ils ont été nourris avec la même quantité de lait. Donc voilà, une preuve. Et puis aussi une autre expérience avec des enfants autistes, cette fois. Alors, ce sont des enfants préscolarisés qui ont été massés aussi régulièrement par leurs éducateurs. Alors là, on a pu observer une réduction des problèmes, des comportements perturbateurs en classe, par exemple. Ils ont été plus réceptifs en interaction avec leurs professeurs. Et puis, c'est toujours ces mêmes enfants qui ont été massés régulièrement le soir par leurs parents, cette fois. Eh bien, une amélioration du sommeil. Voilà un bon remède. Voilà, quelques expériences qui prouvent que voilà, les bienfaits, c'est vrai, c'est concret. C'est prouvé. C'est prouvé. Et donc, tu vas nous proposer donc, un petit reportage justement sur le sujet. Donc, c'est Mara qui s'est rendue pour nous dans un salon de massage. Et je te propose, et à vous de regarder ce reportage tout de suite. Thai massage started 2,500 years ago from Master Gomalapatcho, who looked up the Buddha. Thai traditional massage used to be practiced by monks because meditation imposed to not move for long. Traditional Thai massage learned by generation to generation. Every Thai family massage each other because we think it helps to feel better. We have two kinds of traditional massage. The first one, royal massage for royal family. Second one for all population. The difference is from royal Thai massage and population massage Chaloi Sak is
The person who massage is far from the person who come to get massage. In Thailand, it's very easy to get massage, and many schools in Thailand to learn how to do massage because massage is Thai culture. The goal is to keep our body well at all age. I am very happy to be able to share my culture to people of New Caledonia. Voilà, donc assez particulier en effet, hein, mais après tout, ce que tu nous as dit depuis tout à l'heure, je pense que ça donne envie, parce que moi j'ai besoin de débloquer plein de choses d'ailleurs sur mon dos et même partout, sur tout le corps, et ça donne envie, hein, ouais, ça donne envie de tester en tout cas. Alors, tu me préviens Élise, hein, si tu y vas, hein, moi je t'accompagne volontiers. Ok, ben on va ensemble. Alors, est-ce qu'il y a justement des contre-indications au massage? Alors, tu fais bien de poser la question parce que justement, il y en a des contre-indications. Alors, si vous avez de la fièvre, il vaut mieux s'abstenir. D'accord. C'est pareil si vous avez consommé de l'alcool le jour même avant le massage, là aussi, il vaut mieux pas y aller. Et si vous constatez aussi que vous avez un gonflement ou une rougeur sur une partie à masser, ça peut être n'importe quelle partie, la nuque, la hanche, là aussi, on s'abstient. Si on a eu un accident ou un dommage physique particulier, moins de 48 heures avant le massage, je ne sais pas, on est tombé, on s'est cogné, on s'est cassé une jambe, là aussi, il vaut mieux pas y aller. C'est indiqué, d'accord. Et puis il y a aussi, si on est diabétique, si on a un problème cardiaque, si on en fait de l'hypertension, là aussi, il vaut mieux éviter d'y aller. Et puis, si on a des problèmes spécifiques au niveau des vertèbres, là aussi, il vaut mieux s'abstenir de se faire masser. Mais toutefois, il y a un entretien avant le massage avec les masseurs. D'accord. Justement, sur notre état de santé, si on n'a pas de problème particulier. On a un formulaire aussi à remplir. Donc, voilà, on peut y aller sans crainte. Si on a des contre-indications, on le saura et on ne se fera pas masser. En tout cas, tout est fait pour que ça reste un pur moment de bonheur et qu'on reparte de là détendu. Après, tu connais Anna, chez nous, culturellement, on a aussi nos mémés qui nous massent. Nous avons nos masseuses. Voilà, nous avons aussi nos masseuses. Ça fera peut-être un sujet d'un prochain reportage. Voilà, j'espère. Donc, merci Anna pour toutes ces infos et tiens-toi prête à m'accompagner. Oui. Tu me préviens. Pour le massage. Tu me préviens. C'est toi en fait qui va me masser. Merci. Ah, d'accord. Allez, merci. Tata. Allez, on passe tout de suite à notre rubrique Fin bon. Alors, pour notre rubrique Fin bon aujourd'hui, donc NCTV vous propose une spécialité de l'écogite de Boulou Paris. Donc, ce cuisinier nous montre ce plat à base de crevettes de patates, donc une sorte de purée de patates ou de soupe de patates. Je vous propose cette recette, l'écrevisse à la taille, un reportage d'Alexandre Sigora. Bon, aujourd'hui, on va faire une petite recette, mais là, on va commencer à la ferme à récupérer les ingrédients. Et pour ça, on a une petite production d'écrevisses. Donc, on va en profiter pour faire ça aujourd'hui. Et maintenant, le sport, c'est les récupérer. Hop! On va s'en récupérer un petit paquet. On voit bien des gros mâles avec un liseré rouge sur le côté. Ça, c'est une petite femelle. On la voit qui a les pinces toutes bleues. Hop là! On va laisser les plus petites, on va les relâcher, ça ira je pense quand même pour un petit repas.
et les autres à la baille. Bonjour, bienvenue à l'Écogîte à Boulou Paris. Aujourd'hui, on va vous préparer une petite spécialité du coin, vu qu'on est producteur d'écrevisses. Donc ce sera des écrevisses à la taille, acrobates un peu en plus. Alors pour ça, on a besoin de patates curry, oignons, quelques épices, de coriandre, du curcuma, des différents currys, poivre, sel, de l'ail, du gingembre et du kombava. Alors on va commencer par préparer les patates au moins. On va les éplucher et émincer. Pour les faire cuire, on va en faire une purée. Et hop, la petite dernière. Et après, on va attaquer les oignons. C'est la cuisine à l'asiatique où on passe notre temps à tout découper avant et tout se cuit vitesse grand V au dernier moment. On les émince en petits pour que ça cuise assez vite. On va pouvoir passer à l'étape suivante, la cuisson des écrevisses. On va les ébouillanter juste pour les tuer, pour pouvoir les manipuler un peu, parce que comme ça, c'est pas évident. Donc c'est très rapide, juste les faire rougir à l'eau, en 2 minutes, c'est fait. Juste un geste rapide. Alors maintenant, on les laisse 2-3 minutes, juste le temps qu'elles rougissent, on va vérifier, et le temps que ça rebout un peu, et ensuite on va continuer le reste. Voilà. Nos ingrédients de base. Émincer l'ail. Je hache l'ail. Et là, on a la plupart de nos ingrédients qui sont prêts. On va enlever les écrevisses du feu et les refroidir et passer à l'autre phase de la préparation. Préparer, écraser la coriandre en graines. Du poivre, les différents currys, le curcuma, le curry thaï. Bon, hop, entre-temps, nos écrevisses sont cuites, elles sont bien rouges et bien mortes. Et comme ça, on va pouvoir les manipuler tranquillement. Donc, on essore tout ça. Hop là. L'autre astuce, c'est de les refroidir à l'eau froide pour pouvoir les manipuler tranquillement sans s'ébouillanter les mains. Hop, voilà nos écrevisses cuites. Alors, c'est très facile à décortiquer. On enlève d'abord les pinces, la tête. Il faut enlever les 2 petites pattes ici, presser sur le côté pour casser la carapace et l'ouvrir. Et ça se défait presque tout seul. Pour dégager la chair d'un côté, la carapace de l'autre, on soulève la calotte du dessus pour enlever l'intestin et on met de côté les parties chair et les parties carapace qu'on écrase un peu pour faire un bouillon. Hop. Et on repeint le plafond au passage. Les écrevisses, elles mettent à peu près
9 mois pour atteindre une taille respectable. Les mâles deviennent fatalement plus gros que les femelles. Et ils peuvent atteindre, pour les plus gros spécimens, jusqu'à, je crois que le plus gros qu'on ait pêché faisait 380 grammes, ce qui fait presque une petite langouste assez sympa. Hop. Et la petite dernière. Et du coup, voilà, avec les carapaces, on va faire une bisque. Et les queues, on va les couper en lamelles pour les faire revenir à la fin du plat. Une bisque, c'est une façon de valoriser les carapaces des crustacés, sinon tout ça partira à la poubelle, ça fait quand même plus de la moitié du volume quand tu compares. Alors que là, du coup, tu peux utiliser l'ensemble, c'est-à-dire que les carapaces vont parfumer la soupe, et par-dessus, on va quand même avoir la chair à déguster, qui sera cuisinée un tout petit peu différemment. Et comme ça, on ne perd rien de l'écrevisse. Hop là. Du coup, maintenant, on va s'occuper de la bisque. Donc, on a toutes nos carapaces ici. On va reprendre notre petit mélange d'épices de tout à l'heure, qu'on va saupoudrer dedans. L'idée, c'est de parfumer au maximum la bisque, parce que c'est ça qui va donner le parfum à notre petite soupe. Hop, le coriandre, la citronnelle, il suffit de l'écraser. Hop, on va mettre dedans un peu de gingembre, un bon morceau de l'ail et un soupçon de kombava. Faire attention, c'est très fort. Pas la peine d'en mettre beaucoup plus que ça. Bon, mais pour la bisque, après, il n'y a plus qu'à rajouter de l'eau. Pas mal d'eau, bien couvrir parce qu'on va récupérer que le jus. On fait un grand thé d'écrevisse qu'on va laisser cuire et oublier dans un coin pendant qu'on s'occupe du reste. Avec un petit fond d'huile. Donc, on va faire revenir les oignons. On rajoute un peu de miel. Et le reste du mélange d'épices qu'on a utilisé tout à l'heure, donc les différents currys, l'ail, le poivre, etc. Refaire un petit mélange pour aromatiser. On va rajouter nos patates douces et après on va mixer tout ça et délayer au fur et à mesure, ajuster en fin de compte la texture du plat en rajoutant du bouillon. Hop, ben maintenant c'est cuit. Alors ce qu'on va faire, c'est mélanger notre petite sauce avec les patates douces. On va rajouter du sel. On mixe tout avec un petit mixeur à main. Et on réajuste au fur et à mesure pour que ça fasse une texture de soupe. On va rajouter le lait de coco et continuer à bien mixer.
Et voilà, notre soupe est prête. Donc un peu d'huile de sésame, notre ail, on remet nos petites écrevisses, on va remettre un tout petit peu de miel aussi. Et un peu de sel, comme je disais avant. Maintenant, il n'y a plus que le dressage à faire. On a notre petite soupe d'un côté, nos écrevisses de l'autre, et on va juste assembler les deux. On met quelques écrevisses, une petite feuille. Notre velouté patate douce coco aux écrevisses est terminé. Bon appétit! Bonjour Marie-Hélène, donc on parle filière d'orientation avec les possibilités existantes dans la filière bois. Oui, bonjour Élise et bonjour à vous chers téléspectateurs. Alors c'est vrai que moi je trouve que le travail du bois est vraiment merveilleux, mais tu sais qu'avant d'arriver à réaliser de belles pièces, eh ben, il faut être doué et puis être formé surtout. Alors justement, qu'est-ce qu'il existe comme formation au pays ? Eh ben, en fait, il existe donc plusieurs filières de formation dans 2 lycées en fait de la capitale, à Nouméa. Donc il y a le lycée Champagnat dans le secteur privé qui propose une formation donc dans le domaine de la menuiserie. Il s'agit donc de la filière menuiserie. Et puis il y a également le lycée Petro Attiti, donc pour cette fois dans le secteur public, qui propose plusieurs filières de formation. Il y a une filière ébénisterie, il y a une filière menuiserie, et puis bientôt, Élise, il y aura une 3e filière. Il s'agit de la filière en fait constructeur bois. Donc oui, et il faut savoir aussi qu'il y a une filière menuiserie à l'annexe du lycée professionnel à Koumak, et puis à Lifou aussi il y a une filière menuiserie. Mais il semblerait que ces 2 filières n'ouvriraient peut-être pas leurs portes l'an prochain. Affaire à suivre. Et ben, si tu veux, l'idée aujourd'hui, c'est de mutualiser les coûts et puis de regrouper les plateaux techniques, parce qu'il faut savoir quand même que dans ces filières-là, il y a un investissement, si tu veux, pour l'achat des machines, des équipements qui est en fait très très important. Je vais te donner voilà, un petit chiffre, je savais que tu allais vouloir le savoir. Ça m'intrigue quand même. Ben oui, il y a une enveloppe, par exemple, de 50 millions qui est nécessaire lorsqu'on souhaite acheter en fait 6 équipements industriels. Donc je te laisse faire la multiplication, on aboutit quand même à des centaines quand même de millions. Alors, et ce tarif-là ne comprend pas, si tu veux, le coût de l'entretien des machines et de leur renouvellement. Alors, quelle est la spécialité de chaque filière ? Alors, en menuiserie, si tu veux, la filière menuiserie, eh ben, les jeunes, ils apprennent, si tu veux, à réaliser donc, du mobilier. Ils apprennent également à réaliser les présentoirs là, pour les grandes surfaces, les surfaces de vente. Et puis également les banques d'accueil. Tu sais, ces comptoirs-là qui servent justement à matérialiser, si tu veux, l'accueil dans une entreprise privée ou publique. On parle, si tu veux, dans ce cas-là, d'agencement, en fait, d'agencement de mobilier. Ensuite, si tu veux, le jeune, une fois qu'il est diplômé, il pourra occuper un métier qui s'appelle le menuisier agenceur. Voilà. Ensuite, pour l'ébénisterie, Élise, alors là, la filière, si tu veux, elle est uniquement donc proposée au lycée Petro Attiti. Donc là, le jeune, il apprend justement à travailler, si tu veux, vraiment l'objet en bois de manière assez particulière, parce qu'il s'agit vraiment de méthodes d'incrustation, si tu veux, de bois rares. Voilà, donc pour réaliser un mobilier, si tu veux, qui aura une grande valeur, une grande qualité. Bon, pour cette filière-là, il y a encore peu de débouchés, si tu veux, en Nouvelle-Calédonie. Donc les jeunes qui se dirigent dans cette filière-là, en fait, ils seront donc titulaires d'un CAP, et puis après, ils
ils pourront poursuivre vers une autre filière de formation ou sinon travailler dans le domaine de la menuiserie traditionnelle. D'accord. Alors, il reste la nouvelle filière qui doit ouvrir en 2015, qui devrait, j'ai déjà dit, ouvrir en 2015, d'autres perspectives d'ailleurs d'emploi. Eh bien oui, parce que l'idée justement, c'est bien évidemment de permettre, si tu veux, grâce à cette filière constructeur bois, de former des jeunes qui seraient capables de construire des maisons en bois et de construire également des charpentes, Élise. Alors, ce qui nous permettra justement d'avoir des charpentiers au pays, formés au pays, parce que pour le moment, il n'y en a pas. Oui, exactement, c'est vrai, Élise. Donc voilà, c'est un grand challenge. Et puis, pour se faire, si tu veux, une petite idée du travail du bois, voilà, j'ai un petit reportage à te proposer, Élise. Voilà, donc on va entrer dans l'atelier en fait d'un tourneur sur bois qui officie du côté de Poindimier. Voilà, donc tu verras que l'usage des machines fait vraiment partie intégrante de l'exercice de cette profession. Il s'agit donc d'un reportage de Israël Herson. Je fais du tournage sur bois, principalement des stylos, des pulvérisateurs à parfum. Je fais des horloges avec des ornements, des boîtes aussi, tout en bois local, et je les grave au laser sur demande ou à l'avance. Je fais aussi à base de cornes de cerf, des porte-stylos, des stylos aussi. Pour graver les dessins sur le bois, j'utilise un laser commandé par ordinateur avec des programmes de dessin. Les dessins, je suis obligé de les améliorer comme c'est noir et blanc. Disons le noir va être en profondeur, ça permet de pouvoir graver en relief. Pour les stylos, c'est pas trop possible parce que l'épaisseur du bois est très faible, mais pour les horloges, ça fait quand même un résultat qui est sympa. Maintenant que j'ai fini à l'ordinateur, je vais pouvoir graver la boîte. Je la place sous la tête. Maintenant, il ne me reste plus qu'à régler la tête. Avec le panneau de commande, je vais configurer la machine. D'abord, je délimite le contour du dessin. Je regarde si c'est bien centré. Maintenant, je vais pouvoir graver ma boîte. Je vais fermer la porte, car le laser c'est très dangereux, c'est un rayon très puissant et ça transperce un bras comme rien. Un petit coup de chiffon et voilà. Quand j'ai pris la retraite, j'avais envie de faire du tournage sur bois pour m'occuper. Et en travaillant, je me suis aperçu qu'on pouvait faire des stylos. Et quand j'ai commencé à faire les stylos, tout le monde m'a sauté dessus, tout le monde en voulait. Donc j'ai continué. Et puis même si c'est qu'un stylo, c'est quand même une fabrication personnelle. Donc ça donne une satisfaction qui est importante. Le bois, d'abord, ça apporte beaucoup de plaisir parce que quand on donne des formes, on donne la forme qu'on veut, on fait comme on veut, en ayant quand même dans l'esprit qu'il faut que ça plaise aux gens, quoi. Donc c'est le cœur qui fait travailler les mains, quoi. Ouais. C'est bon. Maintenant, je vais coller le tube à l'intérieur parce que quand je vais tourner le bois, l'épaisseur du bois est très faible, moins d'1 millimètre. Et s'il n'est pas collé sur un tube, automatiquement, il va casser. Et maintenant, il faut laisser sécher 3 à 4 heures. Quand je commence le morceau de bois, je ne connais pas le résultat. Bon, des fois, la surprise est désagréable, mais des fois, les couleurs et les lignes du bois, c'est une merveille, quoi. Les gens viennent acheter d'abord parce que c'est en bois local, c'est monté ici. Et surtout, quand ils viennent à la maison, je peux les personnaliser, marquer leur prénom, marquer une petite fleur d'hibiscus, une petite tortue. Maintenant, je mets la bague
au milieu du stylo. J'emboîte les deux parties. Et voilà le stylo terminé. Alors je comprends que les machines sont importantes. Les machines sont importantes pour justement pouvoir faire son métier et façonner le bois. Exactement. D'ailleurs, c'est vrai que dans le secteur de la menuiserie, justement, l'évolution des machines et des matériaux est vraiment quelque chose qui tient une grande importance en fait. Et est-ce que le secteur de la menuiserie est porteur d'emploi ? Eh bien écoute, moi j'ai envie de te dire que oui, parce que voilà, y a quand même dans les tuyaux depuis quelques années l'envie qu'il y ait une filière bois, si tu veux, assez conséquente en Calédonie. En tout cas, les professionnels qui travaillent dans ce secteur-là défendent ce projet-là. Et puis, il faut savoir quand même que les jeunes qui sont formés, ils trouvent un emploi dans le secteur pour lequel ils ont été formés. Et puis, j'ai envie de te dire qu'il y a des perspectives. Puis il faut savoir aussi qu'on a 2 scieries quand même au pays, à Netchaot. On connaît, Netchaot. Exactement, du côté du nord. Et puis la deuxième du côté de Saramé, au col d'Amieux. Donc après, voilà, on aura toujours besoin de main-d'œuvre pour la relève, des personnes qui sont actuellement en poste. Donc, et de plus en plus de maisons, on les fait justement en bois pour le côté environnement. Alors, quels sont les diplômes que l'on peut décrocher donc en étant scolarisé au lycée Champagné ou au lycée Petro à Titi? Dans la filière menuiserie, le jeune, il va d'abord décrocher un CAP, en fait, donc menuiserie en mobilier et agencement. Il va ensuite pouvoir postuler en tant qu'ouvrier ou employé qualifié. Ensuite, s'il le souhaite, il pourra poursuivre en bac pro Élise pour devenir menuisier agenceur. Donc, ce bac pro est celui de technicien menuisier agenceur. Et puis ensuite, dans la filière ébénisterie, le jeune, il va pouvoir décrocher un CAP ébéniste, voilà, spécialité ébéniste. Donc la capacité, elle est de 12 places Élise. Alors pour cette filière, il y a des élèves qui viennent de partout, figurez-vous, de partout du pays, enfin du nord, du sud, des îles, et puis même du Vanuatu. Et puis pour la filière constructeur bois, il y a donc la possibilité, bien évidemment, de décrocher aussi un CAP, la capacité d'accueil, elle est de 15 élèves. Et voilà, c'est tout pour les jeunes qui sont donc scolarisés. Ensuite, il y a une possibilité au niveau du CFA, Élise, du Centre de formation des apprentis. D'accord. Alors, quelles sont justement les qualités à avoir pour exercer un métier dans le secteur de la menuiserie? Alors, il faut bien évidemment être soigneux et perfectionniste, parce qu'en fait, c'est un métier qui n'admet pas l'erreur. Il faut aussi avoir la capacité, si tu veux, de voir les éléments en 3D, et puis aussi lire avec beaucoup de facilité, si tu veux, les plans. Ensuite, un bon professionnel, si tu veux, de la menuiserie, va posséder des compétences artistiques et puis également techniques. Et puis, je voulais aussi rajouter, Lise, que pour les jeunes qui souhaitent justement devenir apprentis, ils peuvent se diriger donc vers le centre de formation des apprentis qui se trouve du côté de Nouville, pour justement tenter de décrocher un CAP menuisier fabricant de menuiserie, ou bien un bac pro menuisier agenceur. Voilà. Donc ensuite, si on veut poursuivre ces études, il faut donc partir en métropole, voilà, pour postuler et présenter, enfin en tout cas tenter sa chance pour décrocher un BTS agencement. Voilà. Et ben voilà, pour ceux qui seraient intéressés, n'hésitez pas donc à contacter Marie-Hélène à la quotidienne@nctv.nc pour plus d'informations. Merci Marie-Hélène. Petite dernière info, Élise, une petite dernière info. D'accord, on continue. Il y a une exposition en ce moment au Centre d'Art. Elle se tient jusqu'au 6 novembre. Et figure-toi qu'il y a des élèves du bac pro, qui sont donc scolarisés au lycée Petro à Titi, qui ont travaillé sur l'assise. Donc leurs œuvres sont à voir en ce moment. Bon ben voilà, n'hésitez pas à aller regarder. Donc tu restes avec nous pour la rubrique utile et pratique.
Alors, et aujourd'hui, donc, tu nous donnes des astuces pour la révision du bac. Oui, Élise, on sait que les épreuves... c'est bientôt, là, ça arrive, là. Voilà, normalement, c'est dans quelques jours, voire la semaine prochaine. Donc, il faut s'y préparer, c'est une évidence. Alors, alors justement, je pense que le premier objectif, Élise, c'est de rentabiliser son temps. Tu es d'accord? Oui, je suis carrément d'accord. Et puis, je pense qu'avec le stress, tout le monde est désorganisé. On ne sait pas comment faire. Alors, justement, comment faire? Parce que c'est pas toujours facile de s'organiser pour les révisions du bac. C'est vrai. Alors moi j'ai envie de te dire qu'il faut utiliser tous les moments pour réviser un tout petit peu. Par exemple, si on a un trajet en voiture à effectuer, c'est peut-être l'occasion de profiter de ce temps-là, tu vois, pour réviser. Si on a aussi des démarches à faire et puis qu'il y a une file d'attente devant soi, on peut aussi sortir son petit cahier, sortir ses petites fiches et puis réviser. Ensuite, on a plutôt l'esprit frais le matin. Donc on conseille souvent de réviser le matin puis de l'après-midi d'essayer de se détendre. Et puis, comme il y a les nouvelles technologies, de laisser de côté les iPhones, les portables, tout ça, là, il faut... Exactement, tu fais bien de le souligner, il faut dire bye-bye quand même, le temps des révisions, à toutes ces... Ces choses qui vont attirer notre attention, quoi. Voilà, tous ces petits bijoux de technologie, et puis aussi arrêter d'aller sur les réseaux sociaux, se mettre en pause, et de se concentrer vraiment sur les révisions. Ensuite, on peut très bien rallumer son portable et retourner à ses habitudes une fois qu'on a terminé ce que l'on a à faire. Il faut aussi penser à ne pas se coucher trop tard, ça c'est important. Oui. 8 heures de sommeil, mais après, il faut avoir ces 8 heures de sommeil pour pouvoir être en forme pour les révisions. Oui, c'est vrai, c'est ce qui se dit. En moyenne, une bonne nuit, c'est 8 heures. Bon, tout le monde ne fait pas 8 heures de sommeil, c'est vrai. Ces derniers temps, surtout aujourd'hui. Eh bien, surtout, oui, lorsqu'on est en période de révision, en général, on dort moins. Mais il est quand même important de se reposer pour avoir quand même l'esprit frais et dispo. Alors, effectivement, si on a tendance à réviser le soir, il faut quand même s'accorder un petit peu de temps et puis se détendre en regardant, par exemple, l'épisode de ses séries préférées. Et puis ensuite... Ou lire une BD. Ou lire une BD, exactement. Se changer les idées, c'est vraiment l'objectif. Et puis ensuite, tu vois, on se prépare tout doucement, en fait, à aller se coucher, tout simplement. Et puis si on a pris du retard dans nos révisions, est-ce que tu as des petites astuces à nous donner là? Si on a pris des retards dans ces révisions, forcément, il va falloir en faire plus. On va falloir en faire plus, donc forcément au niveau du planning, au lieu de réviser par exemple une matière le matin et puis peut-être une matière le soir, on va en mettre 2. On va, tu vois, ajouter plus de matière chaque jour. Donc c'est pas conseillé puisqu'il faut quand même laisser le temps à l'organisme de digérer en fait toutes les informations. Donc le mieux c'est de s'y prendre au plus tôt et puis comme ça on est moins surmené au moment où on devra passer l'épreuve. Et on a la même manière de réviser quand c'est des matières, par exemple, pour toutes les matières, pour la philo ou pour la science, est-ce que c'est la même manière de réviser ou est-ce que tu as des astuces à donner Alors justement, pour les matières faciles ou moins difficiles ou plus difficiles? Alors pour la dissertation par exemple, que l'on va retrouver pour le français, l'histoire géo, pour la philo, ce que l'on peut faire, c'est effectivement déjà s'entraîner à la préparation, si tu veux, d'un plan que l'on va rédiger. Donc on va commencer à rédiger par exemple l'introduction, ensuite on va faire un plan détaillé en plaçant chaque argument qui va être utilisé pour développer chaque partie en fait du devoir, et ensuite on va rédiger donc la conclusion. Une fois qu'on a fait ça, on peut utiliser, si tu veux, ces cours pour vérifier si on a inscrit toutes les informations. Les connaissances, pardon. Exactement. Et puis on peut aussi utiliser les annales. Parce que à l'intérieur. Les annales, c'est connu, ça aussi. Ouais, à l'intérieur, il y a des résumés, des corrigés, pardon. Donc on peut aussi s'en inspirer pour soit rajouter un petit peu d'idées, si tu veux, à son rédactionnel, soit pour vérifier qu'on n'a pas oublié certaines infos, quoi. Et des matières comme la science, par exemple? Alors là, si tu veux, pour les sciences comme pour les mathématiques, ce sont souvent des exercices qui sont demandés. Donc là, il y a une seule chose à faire, c'est de refaire les exercices en fait, et de s'entraîner plusieurs fois parce que c'est la seule technique, on va dire, qui fonctionne bien, quoi. Bon, voilà les petites astuces, j'espère qu'on vous a aidé. Et aussi, tu nous donnes des petites astuces concernant donc l'alimentation. Voilà, l'alimentation, donc des conseils de nutrition de l'Institut européen de diététique et micronutrition. Je vais y arriver. Oui, Élise. Et puis, pour les révisions, il faut bien manger également. Donc, il faut bien manger tout le temps, mais encore
plus, j'ai envie de dire, et mieux au moment des révisions, parce que notre corps, il est vraiment sollicité, hein, notamment notre cerveau pour tout ce qui est réflexion. Donc, il faut effectivement faire le bon choix. Donc déjà, il faut éviter de sauter des repas, hein, prendre un petit déjeuner, voilà, pour éviter le coup de pompe de 11 heures, et puis déjeuner, et puis forcément, le soir, manger plutôt léger. Et est-ce que des remontants, ça marche ? Alors oui, ça marche, Élise. En privilégiant justement le bon choix des aliments, on va bien se rebooster en fait. Donc on va privilégier plutôt les légumes frais, on va privilégier les fruits, on va également privilégier voilà, les protéines, donc de la viande blanche, comme la volaille par exemple, et puis aussi le fromage que l'on peut également voilà, ajouter à ces repas. Et puis on va aussi manger des fruits, des fruits. En ce moment, il y a des kiwis, il y a de la papaye, donc voilà. Et s'hydrater aussi, c'est important, boire de l'eau. Exactement, exactement. Alors là, il faut éviter les sodas. Et les jus de fruits, il faut plutôt boire de l'eau. Parce qu'en fait, le fait de ne pas s'hydrater régulièrement, eh bien, ça peut avoir des conséquences sur notre organisme. On peut avoir des maux de tête et puis on peut aussi avoir des problèmes de concentration. Alors, est-ce qu'il y a des aliments pour booster justement la concentration ? Est-ce que c'est vrai en fait finalement qu'il y a justement des aliments pour booster ? Disons qu'il faut en tout cas manger certains aliments sur une période donnée pour qu'effectivement on en ressente les effets. Mais il est souvent conseillé en tout cas pour se booster de manger des fruits secs. Voilà, le chocolat noir aussi, si on l'aime, ça aide. Je sais que tu n'aimes pas le chocolat noir, Élise, il faut le dire. J'ai essayé. Ensuite, on va aussi privilégier les oméga 3. Donc on en trouve dans le poisson. Voilà, les poissons gras en général. Hein, voilà. Et puis quoi d'autre encore toujours les légumes aussi. Hein, les légumes sont aussi des bons boosters. Quoi. Et on dit que le soir, il faut éviter de manger. Est-ce que c'est vrai éviter de manger, non. Il faut manger léger. Il faut éviter de manger un plat qui soit trop lourd. Parce qu'en fait, ça va gêner notre digestion et gêner notre sommeil. Donc l'idéal, c'est de manger léger. Donc on va privilégier des crudités. Petite salade de carottes, de concombres. Voilà, c'est toujours agréable. On va privilégier les légumes cuits que l'on pourra accompagner aussi de riz, de pommes de terre parce que si tu veux, ces glucides qui sont lents à digérer vont nous permettre en fait de cumuler un petit peu d'énergie pour le lendemain. Donc on va se sentir en pleine forme le lendemain. Voilà, tu sais, c'est ce que font les sportifs. Hein. Parfois, voilà, quand ils ont des compètes, on mange des pâtes la veille, quoi. Voilà, donc c'était les conseils pratiques de Marie-Hélène. Merci Marie-Hélène pour tous ces conseils. Avec plaisir Élise, au revoir. Voilà, c'est sur cette chronique qu'on se quitte. Merci de nous avoir suivis. Tata à tous.